Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du challenge 30 jours de Deep Learning où on va passer ensemble de 0 à 1 en matière de Deep Learning en 30 jours. Dans la précédente vidéo, on a parlé des outils qu'on peut utiliser pour faire du Deep Learning en Python, notamment Google Colab qui vous permet de coder en Python sans avoir besoin d'installer d'outils. En plus, vous avez accès à un GPU gratuitement proposé par Google. On a vu les packages les plus populaires, notamment TensorFlow, Keras et PyTorch. Et on a même vu ce qu'on entend concrètement par Deep Learning. C'est quoi le Deep Learning? Le Deep Learning, c'est une sous-catégorie de modèles de machine learning qui se base sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend concrètement par réseau de neurones? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? C'est exactement ça l'objet de cette vidéo. Mais avant, voyons d'abord ensemble quelle est la différence fondamentale entre machine learning et deep learning. Pour bien comprendre la différence entre le machine learning et le deep learning, regardez cette image ici en fait. Sur cette image, vous voyez, imaginez qu'on veut mettre en place un modèle qui permet de détecter si l'image qu'on présente, c'est l'image d'une voiture ou pas. Okay? Qu'est-ce qu'on fait en machine learning classique? En machine learning classique, on aura l'image au départ. Première étape, lorsqu'on a l'image, c'est d'extraire ce qu'on appelle les caractéristiques. Ça peut être la forme, la couleur, l'âge, bref, on extrait les caractéristiques qui permettent de définir l'image. À partir de cette caractéristique-là, qu'est-ce qu'on en fait? En général, en machine learning, on va trouver la meilleure représentation de cette donnée qui permet de réaliser la prédiction. On peut par exemple faire de la classification, on met en place un arbre de décision. C'est quoi l'arbre de décision? En gros, ici, si par exemple la couleur qu'on a donné en entrée, c'est rouge, alors c'est une voiture. Si ce n'est pas rouge, alors ce n'est pas un véhicule. C'est un exemple en fait. Donc c'est une règle de décision que l'algorithme va mettre en place à partir de la meilleure représentation des données. Et à partir de ça, on a la prédiction. C'est ça le machine learning classique en fait. On trouve une représentation des données qui permet de faire la prédiction optimale. Ok? Maintenant, quelle est la différence avec le deep learning? Dans le deep learning, on n'a pas une seule représentation des données en fait. On en a plusieurs. Par exemple, ici, on a toujours notre voiture au départ, ok? On va passer dans les réseaux de neurones en deep learning qui est là. Première couche que vous voyez ici, là, en fait, c'est une sorte de représentation des données initiales. En fait, on prend la voiture, on récupère les caractéristiques, on fait une représentation. C'est ça la première couche. Deuxième couche, on en fait une seconde représentation. Il y a des notions de pondération qui vont intervenir. Troisième couche, on récupère les informations de cette couche, on fait une représentation. Quatrième couche, on récupère ce qui est dans la troisième couche, on refait une autre représentation, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la dernière couche qui va réaliser la prédiction. Okay? Donc, ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que dans le deep learning, en fait, c'est une succession de représentations des données qui nous permettent de réaliser la meilleure prédiction possible. Si ce n'est pas clair pour vous, mais on va aller en détail. On va voir concrètement ce qu'on appelle un réseau de neurones parce que le deep learning se base sur les réseaux de neurones. En termes d'architecture, les réseaux de neurones, ça ressemble à ceci en fait. Vous avez premièrement les inputs. Les inputs, c'est quoi? C'est tout simplement vos données de départ, les données d'entrée. C'est ce qu'on appelle input. Donc, il y a une première couche ici qui s'appelle la couche d'entrée qui contient les données de départ. Okay? C'est ça, premier élément dans les réseaux de neurones. Il y a obligatoirement une couche d'entrée en fait, parce que vous ne pouvez pas faire de prédiction sans avoir de données. Pour pouvoir avoir un modèle de qualité, il faut avoir les données en entrée. Donc, raison pour laquelle dans tous les réseaux de neurones que vous allez voir, il y a toujours ce qu'on appelle input layer, juste là, la couche avec les données d'entrée. Dans le réseau, on a aussi ce qu'on appelle la couche de sortie, juste là, output layer. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la couche qui va contenir la prédiction finale. Par exemple, tout à l'heure, on a vu le cas où on essaye de prédire si c'est une voiture ou pas. C'est dans la couche output qu'on aura la réponse à notre question. Input, on a les caractéristiques de la voiture et output, on a la réponse à la question. Donc, output layer, c'est le résultat que vous souhaitez avoir, votre prédiction. Si vous souhaitez prédire si c'est une image ou pas, c'est la prédiction. Si vous voulez générer un texte comme avec ChatGPT, dans l'output, on aura le texte qui a été généré, tout simplement. Okay? Et entre la couche de départ, input layer, et la couche de sortie, output layer, il y a ce qu'on appelle les couches cachées. Okay? Dans un réseau, on a toujours une couche en entrée et on a toujours une couche en sortie qui nous donne notre résultat. Par contre, on peut ne pas avoir des couches intermédiaires qu'on appelle
couches cachées. Donc, les couches cachées, c'est tout ce qui se trouve entre la couche d'entrée ici et la couche de sortie. Ok. À quoi ressemble concrètement un neurone dans un réseau de neurones? Regardez cette image ici en fait. Je vous ai dit tout à l'heure que dans un réseau de neurones, on a des inputs et ensuite on a une succession de représentations des données en fait. Par exemple ici, c'est ce qu'on appelle un neurone. Qu'est-ce que c'est ce neurone? Qu'est-ce que ça contient? Vous avez ça ici. En fait, ce neurone, c'est tout simplement une combinaison, une transformation des données de départ. Par exemple, ici, j'ai mis F. Ça peut être une combinaison linéaire ou non linéaire des données de départ. Imaginez-vous, en input, on avait par exemple l'âge. Ensuite, on avait le niveau de revenu. Si on dit, par exemple, là, c'est la couche d'entrée et là, c'est la première couche cachée. Pour avoir l'information dans un neurone de la couche cachée, qu'est-ce qui se passe? On prend une fonction qu'on définit souvent comme fonction d'activation. On fait une combinaison linéaire des caractéristiques de la couche précédente en fait. Donc, il y a une fonction de transformation, mais en plus, on pondère en gros. Par exemple, ici, on peut dire que la pondération ici, c'est n'importe quoi, c'est 0,5, ici, c'est 0,4. Pour avoir l'information dans ce neurone, ce sera ma fonction d'activation, la pondération W fois X1, la caractéristique, par exemple, l'âge, ça peut être 17, plus W2, ça peut être par exemple 0,4, fois la caractéristique, le revenu, 2000, plus B ici, un biais qu'on définira plus tard. Donc, le concept complexe des réseaux de neurones, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, ça, c'est une transformation linéaire ou non linéaire de la combinaison linéaire des informations qu'on a sur la couche précédente. Ok? Donc, si je reviens sur mon schéma ici, on a l'input, ça veut dire que ça, c'est une transformation de ceci par une fonction, ce qu'on appelle fonction d'activation, que je vais définir tout à l'heure. Et ensuite, on pondère ces informations, juste là, par des poids. La question, c'est comment est-ce qu'on définit ces poids? On verra ça plus tard. Donc, ceci, c'est juste une combinaison de ceci pondéré par des poids et qu'on a transformé via une fonction d'activation. Ça, c'est une autre transformation. Ça, c'est une autre. Ça, c'est les neurones. Ça, c'est une autre transformation. Ça, c'est une autre transformation, ainsi de suite. Donc, chaque neurone est obtenu comme je me présente ici. On a mes inputs, on a les poids, on a le biais qu'on va définir plus tard et on a la fonction d'activation F qui est là. Et là, c'est une combinaison linéaire des caractéristiques pondérées par les poids qui sont juste là. Et à partir de ça, on a l'output du neurone. OK? Donc, on va faire ça à chaque fois. On récupère les inputs, on fait la transformation que je vous ai expliquée. On a ici output, on a l'output, on a un autre encore. L'output de cette couche sera l'input de cette couche. Cette couche va récupérer toutes les informations de la couche qu'on a juste là, appliquer une certaine transformation, produit un résultat qui sera transmis à l'autre couche qui va faire la même opération, récupérer toutes les informations qu'on a ici, appliquer une transformation, faire une combinaison linéaire pondérée par des poids qu'on aura définis et on aura le résultat ici. Et pareil ici, on récupère tout ce qu'il y a ici, on applique une transformation et on pondère les inputs par les poids et on a les outputs. Donc, c'est ça le principe des réseaux de neurones. Il n'y a rien de plus complexe. À chaque étape, qu'est-ce qu'on a? On prend l'input, on transforme. On a ici, je vais appeler ça output intermédiaire. On récupère cet output, on transforme. On a l'information qui est ici. On récupère cette information, on transforme. On a l'information qui est ici, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la couche finale. C'est ça, en fait, le réseau de neurones. Vous allez certainement me demander, ok Natacha, c'est quoi cette transformation qu'on applique en fait? C'est quoi cette fonction d'activation dont je vous parle juste ici? C'est quoi la fonction d'activation? En fait, la fonction d'activation, c'est tout simplement cette fonction qui va rajouter de la non-linéarité dans vos résultats. Les réseaux de neurones sont connus pour pouvoir utiliser des relations complexes. Contrairement au modèle de machine learning classique, on peut utiliser des relations beaucoup plus complexes dans des réseaux de neurones. Cela s'est rendu possible par ce qu'on appelle la fonction d'activation. Donc, la fonction d'activation, c'est ça en fait. C'est une fonction qui va permettre en fait de transformer, vous voyez ici, c'est la fonction qui permet de transformer les inputs qui est juste là à la valeur qu'on aura dans la couche suivante. Chaque couche a une représentation de la donnée. Et la fonction d'activation, c'est ce qui permet d'opérer la transformation, c'est ce qui permet d'ajouter de la non-linéarité. Un point important à préciser, c'est que
à chaque étape, on n'a pas toujours la fonction d'activation, la même fonction d'activation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette couche ici, qui est la première couche cachée, on peut avoir une fonction d'activation. Dans la seconde, on a une autre. Dans la troisième, on en a une autre. Et en général, voici les fonctions d'activation que vous allez souvent voir lorsque vous allez travailler sur des réseaux de neurones. La première fonction d'activation, c'est ce qu'on appelle la sigmoïde. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette fonction qui va vous permettre de faire une classification binaire. Vous avez ici la définition de cette fonction, 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Donc, x, imaginez que c'est l'âge 1 sur 1 plus exponentielle moins 5, par exemple, vous voyez. Donc, vous avez ici, c'est une sigmoïde. En général, la sigmoïde, on l'utilise dans la couche finale que j'ai présentée ici. En général, on l'utilise dans cette couche, donc ce qui permet de faire la représentation qui est ici. C'est souvent la sigmoïde lorsque vous êtes en classification. Qu'est-ce que j'entends par classification? Je souhaite prédire si cette image, c'est l'image d'une voiture ou pas. Donc, il y a deux possibilités. C'est une voiture, ce n'est pas une voiture. C'est ça qu'on appelle classification binaire. Donc, en général, la sigmoïde est utilisée lorsqu'on fait de la classification binaire. Un autre exemple de classification binaire, je souhaite détecter si un patient a le diabète ou pas. 0, 1 si le patient a le diabète. Deux possibilités, c'est binaire. Alors, je peux utiliser la sigmoïde dans cette couche de sortie. Donc, retenez que la sigmoïde, qui est juste là, que j'ai présentée ici, c'est la fonction d'activation qu'on va souvent utiliser en couche de sortie d'un réseau de neurones pour pouvoir prédire des cas binaires, deux possibilités, 0 ou 1. Okay? En dehors de la fonction d'activation sigmoïde que j'ai représentée, qui est représentée juste ici, vous avez ce qu'on appelle la tangente hyperbolique. C'est aussi une fonction qui est très utilisée et qui est souvent préférée, cette fois-ci, dans les couches cachées. Okay? Sigmoïde, couche finale, couche output. Tangente hyperbolique, c'est sur la couche cachée. Cette couche est souvent utilisée dans des réseaux de neurones récurrents qu'on utilise notamment pour tout ce qui va être génération du texte, classification des textes, tout ce qui est textuel. C'est souvent, ou bien encore des séquences, c'est basé sur des réseaux de neurones récurrents. On va revenir là-dessus. Et qu'est-ce que ça fait? Ça permet de normaliser entre moins 1 et 1. La formule, elle est juste là, tangente hyperbolique en mathématiques. C'est ça la deuxième fonction d'activation, c'est sur la couche intermédiaire en fait. La troisième fonction d'activation que vous avez souvent rencontrée, qui permet de rajouter de la non-linéarité dont je parlais, c'est ce qu'on appelle ReLU, Rectify Linear Unit. À quoi ça sert en fait? Ça permet tout simplement, vous voyez ici, c'est ça la formule, max de 0 et x. Okay? Max de 0 et x, c'est souvent utilisé notamment dans les réseaux de neurones convolutifs qu'on verra plus tard. Donc c'est ça la troisième fonction d'activation que j'ai présentée juste ici. Et vous avez également Leaky ReLU, juste là, c'est une variante en fait de la version précédente qui permet en fait de garantir le gradient de circuler en cas de valeur négative. Vous avez cette valeur juste là. La quatrième fonction d'activation, elle est juste là, Leaky ReLU, qui est souvent une variante de ReLU qui est juste là. Sa définition, je l'ai présentée ici, max de 0,1x et x, qui permet souvent d'accélérer en fait les calculs en termes de stabiliser le gradient en l'occurrence. Vous avez également Exponential Linear Unit, qui est défini juste là. Et vous avez également Softmax. Softmax, cette fois-ci, est souvent utilisé sur la couche de sortie. Je vous ai dit que la sigmoïde permet de faire de la classification binaire 0,1. Softmax permet en fait de faire une classification avec plusieurs modalités. 0, 1, 2, 3, 4, 5. En gros, lorsque vous voulez par exemple prédire si un client sera, le niveau de satisfaction d'un client, pas satisfait, très satisfait, insatisfait. Vous voyez, il y a plusieurs modalités. Dans ce contexte, c'est souvent la softmax. Donc, je résume juste ici. Donc, fonction d'activation qui est là. À chaque étape, on a une fonction d'activation très spécifique. En sortie, les deux fonctions que vous allez souvent voir, c'est sigmoïde pour les cas de classification binaire, c'est-à-dire deux modalités, succès, échec, rembourse, ne rembourse pas, voiture, pas voiture, chat. Bref, à chaque fois qu'on a deux modalités en sortie, on a la sigmoïde. Pour des cas avec plusieurs modalités, vous avez la softmax. Okay? C'est souvent en couche de sortie qui permet de faire la prédiction. Dans les couches intermédiaires, il y a plusieurs autres types de fonctions que vous pouvez utiliser, notamment la tangente hyperbolique, ReLU, Leaky ReLU. Bref, il y a plusieurs autres
fonctions qu'on peut utiliser lorsqu'on est sur des couches intermédiaires. Donc, je résume rapidement ce qu'on entend par réseau de neurones. Pourquoi est-ce qu'on parle d'abord de profondeur? Plus il y a des couches cachées, plus le réseau sera profond et plus le temps d'entraînement sera également important en fait. Plus également il y aura de variables en fait. Donc quand on parle souvent de profondeur du réseau, c'est en termes de nombre de couches cachées que vous allez trouver dans ce réseau-là. Donc réseau de neurones, input c'est quoi? Ce sont les données en ancré. On opère une transformation. Ça peut être softmax, parfois softmax, ça peut être ReLU, liquide ReLU, tangente hyperbolique et toutes les autres fonctions que j'ai présentées. On a une autre représentation de la donnée dans la couche suivante. Donc, cette valeur-ci, c'est une combinaison linéaire pondérée par des poids. On ajoute le biais aussi, bien sûr. On revient sur le biais. Ensuite, une fois qu'on a transformé la donnée ici, on va encore la retransformer avec une autre fonction différente ou pas sur la couche suivante qui va faire une autre représentation de la donnée. On aura d'autres informations. Passer cette information à la couche suivante jusqu'à ce qu'on aura la prédiction finale, ok? Je vous ai parlé tout à l'heure, couche d'entrée, c'est obligatoire dans un réseau parce qu'il faut la donner. La couche de prédiction, c'est également obligatoire. C'est plus des couches cachées qui peuvent ne pas être présentes. Il n'y a pas un nombre défini, mais plus il y a des couches cachées, plus le réseau sera grand et plus le temps d'apprentissage sera important. Maintenant, ce que j'appelle depuis pondération, c'est tout simplement cette valeur qui permet d'ajuster l'influence d'un neurone sur un autre. C'est ça la pondération. Et en général, pour obtenir cette pondération, il y a des mécanismes d'optimisation qu'il faut mettre en place qu'on verra ensemble dans la prochaine vidéo. Donc, dans cette vidéo, ce que vous devez retenir, c'est principalement la structure d'un réseau de neurones. Point important, la partie entrée. Qu'est-ce que c'est? Les entrées, ce sont vos données, ok? Les entrées, ce sont vos données de départ, ok? Une fois qu'on a cette donnée de départ, il y a la couche de sortie qui est importante, qui permet d'avoir la prédiction finale. Et entre la couche de sortie et la couche d'entrée, on a ce qu'on appelle des couches cachées. On en a plusieurs. Et une couche dans un réseau de neurones, c'est tout simplement une représentation des données de départ. On applique des transformations. Vous avez vu la transformation? C'est assez simple en fait. C'est une fonction d'activation, une pondération linéaire avec les poids qu'on va définir plus tard, des données initiales, on a l'output, dont l'information qu'on a obtenue dans la couche précédente sera utilisée pour faire la prédiction dans la couche suivante. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble notamment comment on arrive à avoir la pondération dont je parle. Quel est le mécanisme qui est souvent mis en place pour pouvoir trouver cette pondération? Parce que c'est capital, c'est central dans un réseau de neurones. Un dernier point important avant de se quitter, c'est la notion de biais. En fait, le biais, c'est tout simplement une valeur qu'on ajoute à l'entrée de chaque neurone pour pouvoir permettre au modèle de mieux s'adapter à nos données. Donc, on reparlera de ça. Vous avez vu dans la fonction que j'ai présentée juste ici, il y a non seulement la fonction d'activation, la pondération, les inputs et le biais. Et ce biais, c'est une valeur qu'on ajoute au départ pour pouvoir aider le modèle à s'adapter aux données de départ. Donc voilà l'ensemble des notions qu'on a vues dans cette vidéo. C'est la clé pour comprendre les réseaux de neurones. Pour challenger votre compréhension, dites-moi en commentaire quelles sont les 4 parties clés d'un réseau de neurones qu'on a vu dans cette vidéo. Si vous souhaitez vous mettre à jour dans le challenge, la playlist s'affiche juste là. N'hésitez pas à revoir l'ensemble des vidéos pour bien comprendre l'ensemble des notions. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de l'aventure. Let's go! Bye!